Et si les coups d'État en Afrique de l'Ouest n'étaient beaux que la partie émergée d'une crise profonde, un enchaînement orchestré dans l'ombre. À chaque renversement, comme celui survenu récemment en Guinée-Bissau, le monde s'étonne. Le pouvoir chute en une nuit, la population chancelle, et l'opinion internationale s'imagine face à un chaos imprévisible. Pourtant, cette surprise n'est souvent qu'une façade. Depuis des mois, parfois des années, tensions invisibles, manœuvres discrètes et pactes secrets tissent la toile d'un dénouement annoncé. En Guinée-Bissau, le choc paraissait total. Mais rien n'est véritablement soudain pour qui observe attentivement instabilité chronique, querelles politiques, économie de l'ombre, défiance enracinée entre civils et militaires. Les signes étaient là, muets mais persistants, attendant leur heure pour éclater. Prenons un exemple concret. Dès l'année 2022, des rapports faisaient état de réunions secrètes entre officiers supérieurs. La presse locale rapportait des mouvements inhabituels de troupes à la périphérie de Bissau et les réseaux sociaux bruissaient de rumeurs sur une possible prise de pouvoir. Pourtant, rien n'a été fait pour désamorcer ces tensions. Les institutions n'ont pas su ou pas voulu répondre aux alertes, préférant l'attentisme à l'action. Cette inaction, on la retrouve dans de nombreux autres pays de la région. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, la peur d'une contagion plane dans l'air. La crise sécuritaire attise la méfiance et chaque coup d'État dans la région devient un domino prêt à tomber. Ici, l'instabilité se propage. La chute d'un gouvernement fragilise tous les autres, comme une réaction en chaîne incontrôlable. Rappelons-nous du coup d'État d'octobre 2014, lorsque la rue a renversé le président Blaise Compaoré après 27 années de règne. En quelques jours, la contagion a gagné les pays voisins, qui ont renforcé leur surveillance, craignant à leur tour une vague de contestation. Ce scénario s'est répété à plusieurs reprises, illustrant la porosité des frontières politiques et la rapidité avec laquelle l'instabilité se propage. Tout le Sahel vit désormais sous une menace diffuse. Aucun pays n'est isolé. Dès qu'une capitale vacille, l'onde de choc traverse les frontières et ébranle les équilibres déjà précaires des voisins. En un instant, la stabilité de millions de vies est suspendue à un fil. C'est exactement ce qui s'est produit après le coup d'État au Mali en août 2020. Le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta a non seulement plongé le pays dans l'incertitude, mais il a également fragilisé le Niger, la Guinée et le Burkina Faso, où les opposants ont vu dans cet événement un modèle à suivre. Les réseaux criminels ont profité du chaos pour intensifier leurs activités, tandis que les populations, prises entre peur et espoir de changement, ont vu leur quotidien bouleversé. Derrière cette suite d'événements, une mécanique complexe se met en marche. Frustration populaire, lutte interne, influence étrangère et promesses déçues. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est accepter que le destin du Sahel soit livré à la fatalité. Pourtant, l'histoire récente nous enseigne que rien n'est jamais totalement inéluctable. En Côte d'Ivoire, au début des années 2000, une médiation régionale rapide a permis d'éviter une guerre civile généralisée, illustrant que l'action précoce, la coopération et la volonté politique peuvent inverser le cours des événements. Mais alors, qu'est-ce qui relie ces crises ? Quelle force invisible menace l'équilibre de toute une région ? Pour comprendre, il faut remonter aux origines, explorer les réseaux cachés et dévoiler les véritables moteurs de l'instabilité. Dans ce voyage, nous allons plonger au cœur des dynamiques qui secouent l'Afrique de l'Ouest. Décryptons ensemble les rouages secrets de cette crise régionale. Pour cela, il est essentiel de comprendre le poids du passé. L'histoire coloniale, marquée par la division artificielle des frontières et la création de systèmes administratifs déconnectés des réalités locales, a semé le germe de la défiance et des rivalités. Après les indépendances, les nouveaux États, souvent fragiles, ont hérité de structures étatiques inadaptées, incapables de répondre efficacement aux aspirations populaires. Pourquoi le Sahel s'est-il transformé en une terre si propice à l'instabilité ? Pour saisir cette fragilité persistante, il faut remonter le fil d'une histoire agitée, où les coups d'État s'abattent sur la région comme des tempêtes cycliques. Au Burkina Faso, par exemple, presque chaque décennie depuis l'indépendance, un renversement de pouvoir a bouleversé l'ordre établi, illustrant un engrenage difficile à enrayer. En 1983, Thomas Sankara s'empare du pouvoir par la force, promettant un renouveau radical. Mais à peine 4 ans plus tard, il est assassiné lors d'un autre putsch orchestré par son compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Cette violence politique répétée a laissé des cicatrices profondes dans la société, rendant toute alternance paisible presque impossible. Cette instabilité n'a rien d'accidentel.
La fragilité des institutions démocratiques laisse trop souvent la porte ouverte à l'armée ou à des groupes d'intérêts concurrents. Les rivalités internes, alimentées par des décennies de méfiance et de luttes souterraines, s'ajoutent à la pression constante exercée par les routes du narcotrafic. Le Sahel, désormais carrefour stratégique, attire aussi de nombreuses puissances étrangères, chacune cherchant à défendre ses propres intérêts, parfois au détriment de la stabilité locale. Pour illustrer ce phénomène, il suffit d'observer l'influence croissante de certains pays du Golfe, qui financent des mouvements religieux ou économiques, ou encore la compétition entre la France, la Russie, la Chine et les États-Unis pour le contrôle des ressources naturelles et des zones d'influence. Le phénomène dépasse largement les frontières du Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Bissau, autant de pays frappés à répétition par des coups d'État, parfois à seulement quelques mois d'intervalle. En l'espace de quelques années, la carte politique du Sahel a été profondément remaniée, chaque crise interne faisant écho chez les voisins. L'effet domino est implacable. Lorsqu'un État s'effondre ou vacille, toute la région en subit le contre-coup. En 2023, le Niger a connu à son tour un renversement brutal, la junte militaire prenant le pouvoir sous prétexte de restaurer l'ordre. Cette action a immédiatement déstabilisé le Bénin et le Tchad, où les forces de sécurité ont déjoué, de justesse, des tentatives similaires. Ces bouleversements ne sont pas de simples accidents locaux. À chaque prise de pouvoir par la force, une sous-région entière retient son souffle. Les réseaux de contrebande se réorganisent, les alliances militaires se font et se défont, et l'espoir d'une stabilité durable semble s'éloigner encore. La répétition des putschs sème une défiance généralisée envers la politique, nourrit la méfiance des populations et fragilise toujours plus des institutions déjà précaires. Il suffit de voir comment, après le coup d'État au Mali, des milliers de jeunes ont déserté l'école pour rejoindre des groupes armés, persuadés que la violence était la seule voie possible pour changer leur sort. Ignorer la dynamique historique et régionale de ces coups d'État, c'est condamner les sociétés sahéliennes à revivre sans fin les mêmes tragédies. Chaque nouvelle crise puise ses racines dans une longue chaîne de tensions anciennes, bien plus vaste que le seul cadre national. Pour les peuples du Sahel, le défi est vital. Sortir enfin de ce cercle vicieux où chaque instabilité en appelle une nouvelle. Pour y parvenir, il est instructif de se pencher sur des exemples internationaux comme l'Amérique latine des années 70, où la succession de dictatures militaires n'a pris fin qu'avec l'établissement de pactes de transition démocratique et de justice réparatrice, impliquant toutes les forces vives de la société. Mais comment ces crises se répercutent-elles concrètement sur la vie des populations et sur l'équilibre régional ? Plongeons dans les conséquences directes et insidieuses de cette instabilité persistante. Et si les véritables déclencheurs d'un coup d'État n'étaient en jamais visibles, toujours tapis dans l'ombre mais détectables par ceux qui savent observer ? Avant les premiers sautirent, chaque crise politique ou militaire s'annonce par des signaux faibles, presque imperceptibles, qui révèlent la vraie nature de l'instabilité au Sahel. Prenons le cas du Mali en 2012. Plusieurs mois avant la mutinerie, des rapports signalaient des désertions massives parmi les troupes, une baisse notable du moral et des mouvements suspects de fonds entre hauts gradés et réseaux criminels. Mais ces indices ont été ignorés ou minimisés par la hiérarchie. Tout commence par des suspensions d'officiers, des mutations soudaines sans justification. Certains généraux disparaissent du paysage médiatique. D'autres modifient brusquement la fréquence ou le ton de leur communication. Ces gestes, anodins pour la majorité, sont en réalité des alarmes silencieuses adressées aux initiés. L'histoire du Nigeria, dans les années 80, regorge de tels signaux. Chaque putsch était précédé de réunions nocturnes, de rumeurs de promotions injustifiées ou de transferts précipités de troupes vers la capitale. Les services de renseignement, eux, ne dorment jamais. Leur mission, surveiller les réseaux clandestins, repérer chaque anomalie, coordonner avec les homologues voisins. Ils traquent les flux d'informations suspects, les transferts d'argent opaques et les nouveaux codes utilisés dans les échanges cryptés des forces de l'ordre. Parfois, une simple conversation interceptée dévoile une alliance naissante entre officiers mécontents et réseaux criminels. Cette vigilance a permis, en 2021, au Sénégal de déjouer un complot visant à renverser le président grâce à la coopération entre les agences de renseignement nationales et le soutien technique d'organisations africaines partenaires. Derrière les uniformes, d'autres luttes s'intensifient. Les groupes criminels exploitent chaque faille, infiltrant progressivement les institutions. Trafic de drogue, orpaillage illégal, traite humaine, tout un écosystème souterrain cherche à tirer profit du désordre. À ces réseaux s'ajoutent les ambitions individuelles. Le colonel en quête de pouvoir,
le chef de faction avide de revanche, le politicien prêt à vendre son influence à des intérêts étrangers pour survivre. Au Niger, en 2019, une enquête a révélé l'implication de responsables militaires dans le détournement de fonds destinés à l'achat d'armes. Ce scandale a nourri la colère des troupes, déjà démoralisées par la corruption et l'absence de résultats sur le terrain. Les rivalités internationales viennent amplifier la tension. Des puissances étrangères financent discrètement certains camps, manipulant l'information et attisent les divisions, transformant la déstabilisation en stratégie. La convergence de ces intérêts fait de l'instabilité un outil, et non plus un accident. Dans les années 70, la guerre froide a vu les États-Unis et l'Union soviétique soutenir tour à tour des factions opposées en Angola et au Mozambique, prolongeant les conflits et retardant l'avènement de la paix. Aujourd'hui, des mercenaires russes, des conseillers occidentaux et des fonds privés circulent librement dans les pays du Sahel, compliquant la lecture des enjeux et multipliant les risques de dérapage. Peu à peu, la légitimité des institutions s'effrite. Dans les rues, la confiance s'effondre. Les citoyens se sentent abandonnés par un État incapable d'assurer leur sécurité ou une justice équitable. Au sein des forces armées, la cohésion se délite. Des factions rivales, parfois étrangères les unes aux autres, infiltrent l'armée et la police, chacune fidèle à une autre allégeance. L'exemple du Libéria, dans les années 90, illustre parfaitement cette dérive. Après le renversement du gouvernement, chaque quartier de Monrovia était contrôlé par une milice différente, rendant toute tentative de restauration de l'ordre quasi impossible. Dans ce climat fragmenté, la manipulation de l'opinion devient une arme. Rumeurs planifiées, vidéos falsifiées, campagnes de désinformation venues de l'étranger ou du pays même inondent les réseaux sociaux, brouillant la frontière entre vérité et mensonge. Chaque jour, la confusion s'accroît. La peur gagne du terrain. En 2020, une vidéo truquée circulant sur WhatsApp au Burkina Faso a provoqué la panique, accusant faussement un groupe ethnique d'avoir planifié un massacre. Il a fallu plusieurs semaines pour rétablir la vérité, mais le mal était fait. La confiance entre communautés était brisée. Ignorer ces signaux faibles, c'est se condamner à l'aveuglement. Les dirigeants qui ferment les yeux ou minimisent ces indices menacent, sans le vouloir, la stabilité de leur nation. Car ce sont ces dynamiques invisibles, cette guerre de l'ombre, qui préparent la chute brutale. Un matin, les rues sont silencieuses, les postes stratégiques pris d'assaut, et l'État s'effondre avant même que la population n'en comprenne les raisons. Un scénario similaire s'est joué en Guinée en 2021. En quelques heures, la capitale a été quadrillée, les médias réduits au silence, et la population a découvert, au réveil, que le pouvoir avait changé de main. Dans le Sahel, un coup d'État n'est jamais le fruit du hasard. Il résulte d'un lent effritement, d'un jeu de dupes entre pouvoir officiel et forces clandestines. Saisir ces mécanismes est la seule chance de prévenir la prochaine déflagration. Mais quand tous les signaux convergent, il ne reste qu'à attendre la prochaine étincelle. Cette attente lourde d'angoisse paralyse l'action et mine le moral collectif. Pour comprendre comment ces dynamiques se sont installées, il faut remonter aux origines régionales de la crise. Car chaque nouveau putsch n'est que le dernier maillon d'une longue chaîne de fragilités accumulées. Depuis les années 60, les États du Sahel ont tenté de construire des institutions solides, mais les résultats sont restés mitigés. Les programmes d'ajustement structurel imposés par des bailleurs de fonds internationaux dans les années 80 ont bien souvent affaibli les services publics et accentué la pauvreté, creusant un fossé entre l'État et la société. L'avenir du Sahel se joue-t-il sur le terrain de la force brute ou dans les méandres de la coopération ? Cette interrogation, brûlante, dépasse les cénacles du pouvoir. Elle concerne chaque citoyen, chaque foyer, chaque village, car chaque coup d'État fait vaciller l'équilibre fragile de toute la région, projetant une onde de choc dont nul n'est à l'abri. L'exemple de la Côte d'Ivoire, où la crise de 2002 a provoqué des déplacements massifs de population vers le Burkina Faso et le Ghana, illustre la portée transfrontalière de ces événements. La première conséquence, c'est l'instabilité qui s'installe dans la durée. Les États vivent dans la peur sourde d'un nouveau putsch, l'autorité chancelle, la défiance s'infiltre partout. L'insécurité alimente la militarisation. L'armée prend le devant de la scène, parfois dernier rempart pour une population déboussolée. Aux frontières, bande de sang, les soldats lenteux se multiplient. Dans les villes, les checkpoints se dressent et dès la nuit tombée, les rues se vident dans un silence pesant. Cette militarisation n'apporte pas toujours la sécurité. Au contraire, elle peut aggraver les tensions, comme au Nigeria où les opérations militaires contre Boko Haram ont parfois débouché sur des bavures et des abus, alimentant le ressentiment de la population.
Mais l'effet domino ne s'arrête pas là. Les flux migratoires s'amplifient, des familles entières prennent la route, fuyant violence et misère, parfois bien au-delà du Sahel. La pauvreté s'approfondit, frappant d'abord les plus vulnérables. Écoliers privés de classe, paysans séparés de leurs terres, commerçants ruinés par la fermeture des marchés. L'angoisse s'installe dans le quotidien. L'incertitude devient la seule certitude. Un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que depuis 2018, plus de 3 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la région, cherchant asile dans des camps précaires où l'accès à l'eau, à la nourriture et à la santé reste limité. Dans ce chaos, une lueur fragile perce. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger tentent un pacte inédit. Unir leurs efforts, coordonner leur défense, partager le renseignement pour repousser les menaces terroristes et les ingérences extérieures. Ce pacte, plus qu'un symbole, incarne la volonté de reprendre la main sur un destin commun. Toutefois, ce n'est pas la première tentative de coopération régionale. Dans les années 90, la création de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait déjà pour objectif de mutualiser les forces et de prévenir les crises. Mais les intérêts divergents, les rivalités historiques et les ingérences étrangères ont limité l'efficacité de ces initiatives. Pourtant, cette alliance demeure précaire. Le manque de moyens bride son efficacité. Les souvenirs de trahison, la compétition ancienne, la méfiance persistante compliquent les avancées. S'ajoutent les influences étrangères, chaque main tendue cache parfois une condition, chaque aide risque d'entraîner une nouvelle dépendance. Le Sahel reste vulnérable, pris en étau entre ses faiblesses internes et la convoitise de puissances extérieures. L'histoire de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, déployée depuis 2013 en témoigne. Malgré des moyens considérables, l'absence d'adhésion populaire et les tensions entre acteurs internationaux ont limité son impact sur le terrain. Le dilemme est brutal, chaque État peut-il bâtir seul sa stabilité ou la survie impose-t-elle l'unité ? La solidarité régionale est-elle un rêve lointain ou la seule voie pour conjurer la fatalité ? D'un sommet à l'autre, une phrase revient, murmurée à demi-mot : « La stabilité n'est pas un don, mais une construction ». Elle rappelle que, face à la tempête, la résilience ne se proclame pas. Elle se gagne, pas à pas, par l'effort commun et la confiance retrouvée. Cette idée trouve un écho dans l'expérience de l'Union européenne, née des décombres de la Seconde Guerre mondiale, où la coopération économique et politique a permis de transformer d'anciens adversaires en partenaires durables. L'heure du choix a sonné pour le Sahel. L'avenir de millions de vies dépend de la capacité à anticiper les dangers, mais surtout à unir les volontés, à inventer un modèle qui ne reproduise pas les mêmes erreurs. Ce choix, ce défi, déterminera la survie même des nations du Sahel. Pour illustrer l'importance de l'anticipation, rappelons l'exemple du Rwanda où, après le génocide de 1994, un effort massif de réconciliation, de justice et de développement institutionnel a permis de stabiliser le pays et de relancer la croissance. Mais comment ces alliances naissantes résisteront-elles aux tensions internes et aux pressions extérieures ? La réponse façonnera le destin de tout un continent. Si la région parvient à surmonter ces divisions, elle pourrait devenir un exemple de résilience et de renouveau. Sinon, le cycle des crises risque de se perpétuer, avec des conséquences incalculables pour l'Afrique et au-delà. Face à la fatalité annoncée, les sociétés sahéliennes peuvent-elles trouver la résilience ? Refuser l'inéluctable, c'est déjà résister à l'effondrement. Mais comment s'opposer à la peur et à la défiance qui rongent les institutions ? L'exemple du Ghana, qui a connu plusieurs coups d'État entre 1960 et 1981, avant d'opérer une transition démocratique réussie, montre qu'il est possible d'inverser la tendance par une réforme profonde de l'État et une inclusion accrue de la société civile. Tout commence par le renforcement des institutions. La transparence, le respect de l'état de droit et une chaîne de commandement lisible ne sont pas des luxes. Ce sont les socles pour restaurer la confiance et éviter que quelques-uns ne détournent le destin de tous. Sans cela, la population reste à la merci des ambitions individuelles et du chaos. Au Botswana, la stabilité institutionnelle, fondée sur la lutte contre la corruption et la gestion rigoureuse des ressources naturelles, a permis de faire du pays l'un des plus stables du continent. L'intelligence collective doit guider la région. Cela suppose une formation continue, l'essor de réseaux de coopération régionale et le partage d'informations fiables entre civils, militaires et communautés. En croisant les expertises, on détecte plutôt les signaux faibles et l'on anticipe les crises au lieu de les subir.
Un exemple concret est celui des plateformes régionales de veille citoyenne, comme l'Observatoire pour la démocratie et les droits de l'homme au Sénégal, qui collectent des informations issues de la base et alertent les décideurs en cas de tension. La société civile ne doit plus être spectatrice. Son implication active, l'inclusion de toutes les voix et la lutte contre la désinformation créent un rempart contre la fragmentation. Plus chaque citoyen se sent acteur, moins la division et la manipulation prospèrent. Le cas du mouvement Y en a marre au Sénégal, qui a mobilisé la jeunesse contre la corruption et pour la transparence électorale, montre la force de la mobilisation citoyenne dans la préservation de la démocratie. Réduire la dépendance aux acteurs extérieurs est vital. Trop souvent, des solutions importées, déconnectées du terrain, aggravent la situation. Miser sur la solidarité régionale, c'est bâtir des réponses adaptées, en partageant ressources et expériences, loin des agendas étrangers. L'initiative du G5 Sahel, malgré ses limites, constitue une tentative de reprendre la main sur la sécurité régionale en s'appuyant sur les forces locales et en adaptant les stratégies aux réalités du terrain. Préparer la population à la vigilance est également crucial. Éducation, médias indépendants, débat public, ces leviers affûtent l'esprit critique et enracinent la responsabilité collective. Une société formée est moins vulnérable aux fausses promesses et mieux armée face aux dérives autoritaires. En Afrique du Sud, l'introduction de l'éducation civique dans les écoles a permis de renforcer la conscience démocratique et d'encourager la participation citoyenne. L'enjeu est immense. Sans mobilisation collective, la région s'enfonce dans l'instabilité. Pourtant, rien n'est irréversible. Chaque dirigeant, chaque citoyen, chaque partenaire peut refuser la logique du chaos. La résilience n'est pas un slogan, c'est un long travail exigeant mais possible. Pour avancer, il est utile de s'inspirer des bonnes pratiques issues d'autres régions du monde. Mais quelles stratégies concrètes peuvent transformer cette ambition en réalité ? La suite explore les pistes d'action entre initiatives locales et coordination régionale. Parmi les mesures prioritaires, on peut citer la création de comités de dialogue inclusifs, associant représentants de toutes les communautés, la mise en place de mécanismes de médiation rapide pour désamorcer les conflits émergents, et le soutien à l'entrepreneuriat local pour offrir des alternatives économiques à la jeunesse. La stabilité n'est jamais le fruit du hasard, ni le privilège de quelques-uns. Elle s'écrit au prix d'efforts répétés, génération après génération. L'expérience des pays nordiques, où la concertation sociale et la justice fiscale ont permis de réduire les inégalités et de prévenir les crises politiques, rappelle que la paix durable repose sur la confiance et l'équité. Ce que nous venons de traverser n'est pas un simple alignement d'événements. C'est la résultante de choix collectifs, d'aveuglements successifs et d'indifférences de trop longtemps tolérées. Au Sahel, chaque coup d'État, chaque crise n'est que l'aboutissement d'années de tensions souterraines et de signaux ignorés. Pour rompre ce cycle, il faut oser la lucidité et l'action concertée. Il faut accepter que l'instabilité n'est pas une fatalité, mais un risque qui se nourrit de notre silence. Ce risque ne menace pas uniquement les gouvernements ou les élites. Il pèse sur chaque citoyen, sur chaque famille, sur chaque village. Attendre que d'autres réparent, c'est se condamner à subir l'histoire plutôt que de la façonner. Chaque action, même modeste, compte dans la reconstruction du lien social et de la confiance. La responsabilité est partagée à tous les niveaux. Les dirigeants doivent écouter, anticiper et agir avant que le murmure ne devienne fracas. Mais chacun, dans ses gestes quotidiens, porte aussi la vigilance comme un rempart contre la dérive. Rien ne changera sans une prise de conscience collective, sans un engagement réel, du hameau le plus isolé à la métropole la plus puissante. Ce principe s'illustre dans le succès de la décentralisation au Maroc, où les communes rurales gèrent désormais directement leur budget, favorisant la participation citoyenne et l'adaptation des politiques locales. L'histoire du Sahel est celle d'un équilibre fragile, constamment menacé. Des dizaines d'années de crise, d'espoirs déçus, de pouvoirs renversés ont prouvé que la paix n'existe que si la volonté est partagée. Les ressources, la cohésion, la sécurité et la souveraineté se jouent dans cette attention de tous les instants. Comme le rappelle un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, chaque choix compte. Fermer les yeux, c'est donner à l'instabilité l'occasion d'écrire notre futur. Mais agir, c'est ouvrir la voie à une histoire différente, choisie et portée ensemble. Ce chemin, semé d'embûches, exige courage, humilité et persévérance. Il nécessite l'implication de toutes les générations, la transmission des expériences et l'adaptation continue aux défis nouveaux.
Au fond, la vraie sans question n'est pas ce que feront demain les puissances étrangères ou les groupes armés. L'enjeu réel, c'est: voulons-nous façonner notre avenir ou continuer à le subir? Si la réponse est la mobilisation collective, alors le Sahel pourra, malgré les épreuves, écrire une page nouvelle de son histoire, une page faite de résilience, de coopération et d'espoir partagé.